Merci infiniment. Alors, je commence par dire que si je n'avais pas peur que le titre soit un peu trop long, j'aurais probablement dit un lettré roumain à l'époque des Lumières. Mais ça faisait un peu trop long, et en plus, je répétais le titre d'un livre qui a fait une époque chez nous, La culture romaine à l'époque des Lumières, de Dimitri Popovici, qui a été même publié en français. Pourquoi ? Parce que, évidemment, dire que la culture roumaine est aussi une de ces cultures qui considèrent que les Lumières ont commencé chez eux et qu'ils ont marqué le destin européen, non. Par contre, nous sommes heureux de vous annoncer dès le début que nous avons eu la grande chance de recevoir la culture des Lumières française, tout d'abord, et ensuite dans leur version grecque, dès le XVIIIe siècle. Mais parlons un peu des Français, parce que c'est ce qui nous intéresse. Parce que les Lumières chez nous sont arrivées par le biais de la langue, de la langue française, et aussi parce que il y a encore un petit problème. Par contre, le nom des Lumières nous est venu par le biais de l'Allemagne. Donc chez nous, l'époque des Lumières a été appelée jusqu'à très récemment Illuminisme, Aufklärung. Aujourd'hui, on a expliqué que illuminisme en français dit autre chose que lumière. Le mot existe, mais ce n'est pas la même chose. Et on fait des efforts, notamment les professeurs de français, depuis les années 1980, d'imposer la formule l'époque des Lumières, epoca luminilor. Mais disons qu'il y a encore dans les dictionnaires et dans le parler courant la forme illuminisme. Mais moi, je vais parler en français, donc il n'y a pas de problème. Je commence par vous montrer la carte des principautés roumaines à la fin de l'époque des Lumières. La Valachie et la Moldavie avaient le statut de principauté vassale de l'Empire ottoman. C'est ce qu'on appelait dans la diplomatie turque la terre de la paix. Ça veut dire que ce n'étaient pas des pays conquis par l'épée, mais c'était des pays qui s'étaient soumis à l'Empire ottoman, qui payaient un tribut et qui bénéficiaient de certains droits, notamment un certain droit de protection. Bien sûr, au XVIIIe siècle, avec la Russie qui atteint son apogée sous Catherine II, cette protection russe ne vaut plus ce qu'elle valait, mais disons que ce n'était pas des parties intégrantes de l'Empire ottoman, sauf pour les villes sur le Danube, sur les ports de Djurdjevo, de Braila, de Galatz, qui étaient des rayas, et aussi sur le Prout. Au début du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman commence à en avoir très très marre de la façon des princes roumains, parce que jusqu'au début du XVIIIe, on a eu le droit d'élire nos princes régnants, aussi bien à Bucarest qu'à Iassi. Mais tous ces princes ont trahi l'Empire ottoman dans toutes les batailles possibles et impossibles. Bien sûr, nous pouvons très bien dire qu'il s'agit là de protéger la chrétienté, que c'était pour des raisons confessionnelles. En réalité, c'est toujours la même chose. On a trahi notre suzerain et les Turcs ont eu en quelque sorte de bonnes raisons de dire on en a marre. Parce qu'on était des provinces un peu comme les marques carolingiennes. On était censé protéger la frontière de l'Empire, ce qu'on ne faisait pas vraiment. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous allez voir que cela se tient. Alors, ils ont envoyé pour régner à Bucarest et à Iassi les traits de Phanar, quartier très connu de l'intellectualité grecque à Constantinople ou à Istanbul, d'où, en général, venaient les drogmanes ou les dragomanes ou les traducteurs-interprètes du sultan. À l'époque, être traducteur-interprète payait bien son nom parce que les meilleurs traducteurs-interprètes étaient récompensés par leur envoi comme prince pour nous, comme gouverneur pour l'Empire ottoman dans ces deux principautés. Donc on a un siècle de ce qu'on appelle les règnes phanariotes où ces princes à Iassi et à Bucarest étaient nommés par l'Empire ottoman et c'était des Grecs. Mais des Grecs lettrés, des Grecs
traducteurs-interprètes et qui connaissaient très bien le français parce que c'était en français qu'on faisait la diplomatie à l'époque, pas besoin de faire un dessin. Comme les Grecs venaient avec leurs cours françaises ou francophones, mais souvent avec des Français, les secrétaires du prince, les professeurs pour leurs fils, etc., etc., le français s'est vite répandu. Il faut dire que vers le milieu du siècle, un des princes, Ypsilanti, le nom dit beaucoup de bien de lui parce que c'est le père de celui dont le nom est lié à l'Eteria. Il a fait une réforme de l'école princière de Bucarest, très vite suivie par la réforme de son homologue Gregor de Gyka Ayasi, qui a assuré une place de choix non seulement au grec, ce qui était normal, mais aussi au français, qui était la langue étrangère obligatoire dans les principautés roumaines, dans les formes d'enseignement d'État. Donc, disons que le français se répandit très très vite en Moldavie, en Valachie. Je ne parle pas de la Transylvanie, qui était une province qui était intégrée à l'empire des Habsbourg. Donc pas de la Transylvanie. Bon. Mon héros, c'est Iannache Văcărescu, quelqu'un de très sympathique. On disait de lui que c'était le plus bel homme de son époque. Et qu'il était comme un sapin, beau comme un sapin. Enfin, c'est la formule roumaine. En tout cas, on lui connaît, vous allez voir, beaucoup d'histoires à ce sujet. C'était un grand aristocrate valaque. L'origine de sa famille remonte au début de la Valachie. On sait de lui qu'il est né pendant le règne du sultan Mahmoud. Le premier, c'est ce qu'il dit lui-même, mais il ne donne pas l'année. Donc, c'est tout ce qu'on sait sur sa date de naissance. Par contre, la date de sa mort est bien documentée. Son grand-père avait été décapité à Constantinople en même temps que le prince régnant Constantin Brancophon et sa famille, parce que c'était la main droite du prince, pour des raisons bien sûr politiques. Ils sont maintenant, aussi bien Constantin Brancophon que ses fils, que Iannache Văcărescu, l'ancien, ils sont maintenant des saints dans l'église orthodoxe roumaine. Il a été connu à cause de ce grand-père très célèbre, aussi sur son diminutif de Iannachița, qui apparaît déjà au XVIIIe, je vais vous le montrer. Aujourd'hui, on fait des efforts pour qu'on l'appelle Iannache, parce que Iannachița, ça fait un peu trop familier, mais bon, il a signé toujours Iannache. Il était un grand diplomate, il était un grand économiste, il a créé la première flotte roumaine, il a arrangé bien des choses, il a été une sorte de ministre du Trésor en Valachie. Il connaissait énormément de langues. Pour le turc, il a étudié avec des lettrés turcs à Constantinople. Mais il connaissait très très bien l'italien, très très bien le français et assez bien l'allemand. Il a fait des études à Bucarest et puis à Constantinople. Et ici, vous avez une petite photo qui montre à son époque, à l'époque de Iannache Văcărescu, une cour de Phanariote à Bucarest. Ici, vous avez des boyards en costume de l'époque et un bref aperçu sur sa carrière. Donc, je dis toutes ses fonctions sur certains princes Phanariotes. Il a été même kaimakam, c'est-à-dire à la place du gouverneur, à la place du prince régnant quand il a été déchu de ses droits. Et gouverneur d'Ololteni, ça veut dire la deuxième position politique et économique en Valachie. Il fut chargé en 1782 d'une très délicate mission diplomatique. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. Brièvement, les deux fils de ce pauvre prince Ypsilanti, qui est très sympathique, Alexandre Ypsilanti, ont voulu faire le grand tour de l'Europe à cause de leur professeur Linchou, un Français, qui leur avait raconté des merveilles sur Paris. Et alors, ils ont voulu aller à Paris, ce qui était interdit pour des fils de princes, pour des beyzadés, et ils se sont enfuis en demandant droit à l'asile dans l'Empire autrichien. Le père, il a demandé d'être déchu pour qu'on ne lui coupe pas la tête pour trahison, parce que les Autrichiens et les Turcs n'étaient pas en bon rapport à l'époque, et ce fut le pauvre Iannache Văcărescu qui dut les ramener. Il a été très intelligent. Il s'est fait accompagner pour arriver à Vienne de l'espion du chancelier Kaunitz auprès de la cour de Bucarest, parce qu'il savait très bien comment ces choses vont. Il s'appelait Raicevici. Il était ragouzin. Et il raconte lui-même sa discussion avec l'empereur. Il a réussi à ramener les deux beyzadés à la maison. Bon. Alors, il a eu beaucoup de femmes. Des femmes à lui, des femmes aux autres.
Il a été marié 3 fois. Comme vous voyez, la première est la fille d'un très grand diplomate grec à Constantinople, Iacovaki Rizzo, ce qui le faisait beau-frère du prince moldave Grégoire III. Ils ont eu plusieurs enfants. Le fils aîné est devenu un grand poète. La seconde épouse n'a pas vécu longtemps, mais c'était elle aussi fille d'un interprète à la cour ottomane. La troisième fois, il prit très bien la très jeune fille du prince régnant de l'époque, Nicolas Karadja. La photo n'est pas d'elle, mais du grand amour Zoé Mourouzi, Zoé Rossetti, en réalité, l'épouse d'un autre prince Phanariote. Il lui écrit des vers d'amour très enflammés. Il y a même des ballades populaires sur leurs amours. La légende veut que son mari ordonna qu'il soit empoisonné. Bon. En tout cas, il est mort très très vite. On le sait par les documents, donc l'empoisonnement, c'est possible. Nous avons ici, pour le plaisir de nos amis grecs, un témoignage sur la vie amoureuse d'Iannache Văcărescu. Vous l'aurez aussi en français immédiatement. Ce sont des vers de Mikhail Perdikaris. Vous trouvez l'affiche sur lui chez Dimaras, bien sûr. Il s'agit de son poème Hermilos ou Démocrite Héraclitos, qui est l'histoire d'un jeune homme qui n'a pas voulu faire l'amour à une religieuse du nom de Parthénie et qui l'a transformée en âne. On peut voir très bien ici les influences de la littérature grecque ancienne, notamment, aidez-moi, c'est Apulée, bien sûr, de Landor, mais aussi du Sofa de Crébillon, pourquoi pas. Alors, vous avez vu ce que c'est en grec, mais en français, il s'agit tout simplement de l'histoire de ses amours vers la fin de ses jours. Comme vous voyez, il ne dédaignait ni les dames ni les esclaves tziganes. Les esclaves, ça veut dire les tziganes, qui étaient achetés dans l'Empire ottoman. Ni les vierges ne lui faisaient pas peur. Et si l'on songe à l'époque où le poème a été écrit, il avait déjà un certain âge. Vous avez vu le poème? Inutile de vous le lire. Moi, je l'ai adoré. C'est moi qui l'ai traduit, bien sûr, en français. Et la transcription du grec appartient à mon fils. Lui, il connaît le grec. Il rédigea la première grammaire de la langue roumaine, qui a été publiée d'abord à Râmnic. Nos amis bulgares en savent quelque chose sur la typographie de Râmnic. Ils l'ont même mentionné auparavant. Et puis à Vienne, donc elle a eu de l'influence dans toutes les 3 principautés, y compris en Transylvanie. Elle a servi aussi d'exemple aux lettrés transylvaniens des Lumières, qui ont eux aussi réalisé des grammaires de la langue roumaine, mais après lui. Vous avez là aussi une citation de sa propre préface donnée par Nicolas Iorga, la langue de notre patrie dans laquelle nous parlons, le dialecte dans lequel nous prions Dieu, etc. Et il travaille aussi à des dictionnaires qui sont restés non achevés, mais qu'on va publier sous peu, du moins on le promet. Ici, c'est un très long texte réalisé par le meilleur éditeur de Iannache Văcărescu en 1982, et qui parle de l'influence de cette grammaire, de l'importance de cette grammaire, notamment parce qu'elle intègre des formes populaires des diverses régions de la Roumanie, non seulement de la Valachie. Un texte qui va vous plaire, c'est une histoire des tout-puissants empereurs ottomans pour lequel il a eu beaucoup de problèmes. Pourquoi il a eu des problèmes? Mais parce que les Roumains ont ensuite considéré qu'il avait fait trop grands éloges aux empereurs ottomans. Il faut dire néanmoins qu'il l'a écrit quand il était en exil en Empire ottoman, en Bulgarie et en Grèce. Pourquoi? Parce qu'il avait eu des problèmes avec le prince Phanariote de l'époque. Et alors, que voulez-vous qu'il fasse quand il écrivait dans l'Empire ottoman? En plus, il a été très correct, il a utilisé beaucoup de sources turques et occidentales, notamment Voltaire, mais pas que Voltaire. Alors, le manuscrit a été conservé, il a été publié, aujourd'hui, il est mieux connu, mais pas tellement. Encore une fois, il y a beaucoup de préjugés là-dessus, mais le texte est exceptionnel. Je peux vous assurer. Les critiques modernes, on dit du mal de lui. Je ne suis pas d'accord, mais je vous montre tout simplement ce qu'il arrive aux Roumains qui disaient du bien des Turcs au XVIIIe siècle. Quoique, il n'était pas sans avoir eu de raison. Il était un grand poète aussi,
Ces poésies sont devenues des chansons populaires qui sont chantées même aujourd'hui. Il écrivait aussi en grec. On a au moins un poème en grec qui est conservé, vous allez immédiatement le voir, et qui fut publié par Pierre-Augustin Guy dans l'édition de 71, mais comme il le donnait là-bas comme un poème populaire, probablement qu'il y en a qui Vaccarescu lui a dit du mal, et ensuite il ne l'a plus intégré dans les éditions ultérieures de son livre, Voyage littéraire de la Grèce. Voilà le poème en grec, reproduit par Guy. C'est très joli. Je vous laisse 2 instants pour le regarder. Je peux vous dire tout simplement que c'est le seul poème dont on est très sûr qu'il soit écrit en grec de sa main, parce qu'on a trouvé le manuscrit, voilà tout. Je dois cette information à ma chère amie Lia Brad-Kisakov, très grand spécialiste dans la poésie en grec, dans les principautés roumaines, aussi bien des Roumains que des Grecs. Très grand spécialiste. Elle travaille beaucoup dans les archives sur les documents, et c'est elle qui m'a donné cette information. Et aussi cette photocopie de la page du livre de Guy avec la chanson qu'on a fait de la poésie en grec de Vaccarescu, en 71, s'il vous plaît. Ici, vous avez la traduction réalisée par Pierre-Augustin Guy. C'est une poésie philosophique, comme vous pouvez la voir. Ensuite, elle a été reproduite par un Français en 1821 dans un recueil de poèmes de matelots grecs. Inutile de vous dire qu'il y en a qui Vaccarescu n'était pas matelot ni grec, mais bon, c'est toujours bien d'être lu pour les poètes. Ici, vous avez une image du prince Mavrogénie qui était si fou qu'il mettait à sa carrosse des cerfs. Et on parle du bien du poète, bien sûr, mais avec les restrictions de quelqu'un qui n'aimait pas sa turcophilie, parce qu'il a joué la carte ottomane dans la guerre entre la Russie et la Turquie. Il a essayé une fois de parler aux Autrichiens, mais disons qu'on lui a fait voir la porte très très vite. La poésie la plus célèbre, qui est surnommée le Testament, la traduction appartient à Pompilou Eliade. Elle est très connue par tous les Roumains parce qu'elle est considérée notre première poésie patriotique en roumain. Je vous fais grâce, je ne vous la reproduis pas en roumain. Et ici, c'est la statue de Iannache Văcărescu dans sa ville natale, à Targoviste, une statue moderne qui orne aujourd'hui la ville. C'est une de nos figures très intéressantes et qui mérite beaucoup à être connue de plus près. Merci infiniment.